Salut à toutes et à tous. Vous l'avez peut-être remarqué, les poissons qu'on trouve sur nos étals, comme les sardines ou les anchois, sont plus petits qu'avant. Alors comment expliquer ce phénomène? Est-ce que c'est lié à la surpêche, à ce qu'ils mangent, ou est-ce que le changement climatique joue un rôle? Pour répondre à toutes ces questions, les scientifiques n'ont pas d'autre choix que d'étudier ces poissons dans leur écosystème. Et pour ça, ils combinent plusieurs modèles. Pour en apprendre plus, avec Jean, on vous emmène à la rencontre de Martin Huret, un océanographe à Lyeut, à l'Ifremer, et Éric Blaillot, un mathématicien à l'Université Grenoble-Alpes. Depuis une vingtaine d'années, la taille des sardines et des anchois diminue. Par exemple, dans le golfe de Gascogne, la longueur moyenne des sardines âgées de 1 an est passée de 17 à 14 cm entre 2008 et 2020, et leur poids a été divisé par 2. Oui, et en Méditerranée, leur taille est passée de 15 à 11 cm en moyenne et elles sont 3 fois plus légères. Pour comprendre l'origine de ce phénomène et ses répercussions sur la filière de la pêche, les scientifiques sont obligés de combiner plusieurs modèles océaniques. Voilà Martin. Il va nous expliquer l'intérêt de cette technique. Alors les poissons, c'est pas le poisson tout seul dans son écosystème. L'écosystème, c'est un tout. Et donc pour comprendre la vie du poisson, le cycle de vie des poissons comme la sardine, il faut avoir une idée de la dynamique du plancton, qui est en fait la nourriture des poissons. Et puis on va aussi avoir besoin de comprendre ce qui se passe en termes de physique de l'océan, notamment de la température, qui va impacter la croissance de nos poissons. Et donc si il se passe quelque chose, s'il y a un changement dans la température de l'eau, par exemple, ça va avoir un impact en cascade jusque nos poissons. Quand on veut travailler sur le poisson, on se rend compte qu'on est en bout de chaîne. On va devoir travailler à la fois avec des physiciens qui sont responsables de la compréhension de la dynamique océanique, et notamment du transport, de la circulation qui va impacter les œufs, le transport des œufs et des larves de nos poissons. Et puis on va travailler également avec les biogéochimistes qui, eux, modélisent la dynamique du plancton, la croissance du plancton, que ce soit le phytoplancton et le zooplancton, qui est une des principales sources d'alimentation de nos poissons. On est obligé de travailler à l'aide du couplage de 3 différents types de modèles, modèles de physique des océans, de biogéochimie et de dynamique du poisson. Donc c'est vraiment un couplage de modèles qui va nous permettre de transférer l'information de la physique jusqu'au poisson via la biogéochimie et le plancton. Vous vous en doutez, coupler ces modèles, c'est un sacré défi. Et pour y arriver, il existe 2 grandes méthodes. Mais encore faut-il choisir la plus adaptée pour transmettre les bonnes informations entre les modèles. Éric va nous aider à y voir plus clair. La première, elle est unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir un modèle qui va uniquement faire du forçage, qui va fournir des informations à l'autre modèle, qui va se contenter de réagir. Par exemple, un modèle de biogéochimie marine va donner des informations sur les quantités et les tailles des planctons disponibles à un modèle de poisson, sans que celui-ci n'indique au modèle biogéochimique le comportement des poissons. Et dans l'autre approche, bidirectionnelle cette fois, les 2 modèles vont interagir en permanence dans les 2 sens. Donc là, c'est vraiment un dialogue. C'est vraiment un dialogue entre les 2 modèles. Le modèle de poisson, dans ce cas-là, va indiquer au modèle de biogéochimie que les poissons mangent du zooplancton, et donc il y aura moins de zooplancton, donc ça aura un impact sur la croissance et la survie des poissons, etc. Et donc c'est un cycle en fait qui va se passer. Et qu'est-ce qui fait qu'on va choisir peut-être plus une méthode qu'une autre? Ça va être entièrement lié au phénomène qu'on cherche à représenter. Est-ce qu'on peut négliger la rétroaction du 2e modèle sur le premier? Par exemple, si tu couples un modèle de circulation océanique avec un modèle de biogéochimie marine, eh bien sûr, le plancton va être très influencé par les conditions océaniques, la température, les courants. Par contre, en retour, le modèle de courant océanique, lui, il sera très peu influencé par ce qui va se passer dans le modèle de plancton. Que ce soit avec la méthode unidirectionnelle ou bidirectionnelle, quand on coupe les modèles, finalement, on complexifie un peu les choses. Alors, qu'est-ce que ça peut provoquer? À quoi il faut faire attention? Quand on va coupler ces 2 modèles, effectivement, on va cumuler leurs incertitudes, d'une certaine façon. Donc il va falloir essayer de quantifier les incertitudes du système final. Pour ça, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va multiplier les simulations numériques en changeant à chaque fois un petit peu les conditions d'expérience, de façon à voir quel effet ça aura in fine sur les quantités qui nous intéressent. Suivre l'évolution des espèces marines les unes par rapport aux autres, ce n'est pas nouveau. Peu de temps après la Première Guerre mondiale, on remarque que les sardines se font rares dans les filets, alors même que la pêche avait diminué pendant la guerre.
Pour expliquer ce phénomène, un mathématicien italien, Vito Volterra, propose un modèle mathématique pour représenter de manière simplifiée l'évolution entre les proies et les prédateurs. Il a pu mettre en évidence que la baisse de la pêche avait favorisé les requins et défavorisé les sardines. Ce modèle qui porte le nom du mathématicien est aujourd'hui une référence en biologie. Mais bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos mini-sardines. Alors Martin, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat avec le couplage de ces modèles? Alors souvent en recherche, les premiers résultats qu'on obtient, c'est à travers les observations. On a remarqué qu'il y avait une diminution de la taille du zooplancton. Et après, les modèles nous ont permis de simuler en fait l'impact de la diminution de la taille du zooplancton sur les petits pélagiques. Et effectivement, on s'est rendu compte que c'était cette diminution de taille qui impactait la diminution de la croissance des sardines. Et est-ce que cette diminution de taille, du coup, elle a un lien avec le changement climatique? Pour cela, il faut remonter à la température. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une augmentation de la température de surface, donc les premières dizaines de mètres de la colonne d'eau. Et il va y avoir une augmentation de la déconnexion en fait, entre cette couche de surface et une couche plus profonde, qui, elle, contient énormément de sels nutritifs, de nutriments qui sont utiles à la croissance du plancton. Tu veux dire que les échanges ne se font plus alors? Voilà, les échanges sont moins importants, moins de remontée de sels nutritifs et donc moins de croissance potentielle et de production phytoplanctonique qui, elle, alimente bien sûr le zooplancton. Est-ce qu'on observe aussi d'autres changements? En parallèle, on a effectivement une diminution aussi du contenu en énergie de ces poissons. Et ça, c'est pas anodin du tout, puisque ça a impacté l'ensemble des fonctions physiologique des poissons, et notamment leur survie. On a remarqué qu'il y a une augmentation de la mortalité de nos petits poissons, ce qui fragilise d'autant leur population. Alors une fois qu'on a observé ça, quelle autre question on peut se poser? On peut se poser la question de jusqu'où va se propager ce signal au sein des écosystèmes. Est-ce que les gros poissons qui mangent les sardines, est-ce que les dauphins, l'ensemble des mammifères marins vont aussi diminuer en taille? Voilà. Donc pour essayer de comprendre jusqu'où va se propager le signal, on doit travailler du coup à complexifier nos modèles, à y inclure davantage d'espèces, ça peut aller jusqu'à une cinquantaine, voire une centaine d'espèces, pour évaluer ce transfert de signal sur l'ensemble de l'écosystème. Et est-ce qu'on peut aller encore plus loin alors? On a effectivement envie d'aller plus loin, on a envie de mettre l'humain. Quand on parle d'humain en mer, c'est forcément les pêcheurs. Comprendre la dynamique des flottilles de pêche, la dynamique des pêcheries, et savoir comment ces pêcheries, ces filières de la pêche vont réagir à la fois au changement climatique, mais aussi à l'ensemble des mesures de gestion qu'on peut scénariser à travers de nos modèles. Ok, donc si je comprends bien, on obtient une chaîne finalement de modèles couplés qui vont de la physique de l'océan jusqu'aux pêcheurs. C'est tout à fait ça. Parfait, bon bah merci beaucoup Martin. Ces nouvelles données sur les petits poissons sont très précieuses car elles nous permettent d'anticiper comment des variations de l'environnement affectent la pêche et toute son économie. Grâce à ces modèles, on peut aussi imaginer et tester différentes stratégies d'adaptation et choisir celles qui seront les plus durables, non seulement pour les pêcheurs, mais aussi pour préserver les populations de poissons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve bientôt pour la suite de l'exploration.